Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage qui a façonné l'intelligence économique moderne, Méthode commerciale des industriels américains, écrit par William H. Baldwin. Un livre rare, puissant, qui nous révèle comment l'Amérique a bâti sa suprématie industrielle grâce à la discipline, la méthode et une vision du travail qui dépasse le simple effort. À travers cette lecture, vous allez découvrir les secrets d'organisation, de rigueur et d'efficacité qui ont transformé de simples usines en véritables empires. Présenté et interprété par les rares livres, installez-vous, le voyage peut commencer. Introduction. Au tournant du XXe siècle, le monde observait avec admiration et étonnement un phénomène unique. La montée fulgurante de l'industrie américaine. En quelques décennies, un pays jeune, encore marqué par les cicatrices de sa guerre civile, était devenu la plus grande puissance économique du globe. Les usines rugissaient, les villes grandissaient, les fortunes se bâtissaient à un rythme effréné. Mais derrière cette ascension spectaculaire, il n'y avait ni magie ni hasard. Il y avait une méthode, une organisation rigoureuse, une discipline presque militaire, et un état d'esprit profondément enraciné dans la recherche de l'efficacité. C'est cette méthode que William H. Baldwin, observateur attentif et esprit visionnaire, a voulu décoder dans son ouvrage « Les méthodes commerciales des industriels américains ». Baldwin ne cherchait pas à glorifier les machines, ni à célébrer aveuglément la richesse. Son ambition allait bien au-delà. Il voulait comprendre le moteur invisible qui animait cette réussite collective. Il voyait dans l'industrie américaine une leçon universelle, une démonstration vivante de ce que l'intelligence humaine pouvait accomplir lorsqu'elle s'unissait à la rigueur, à la persévérance et à la foi dans le travail bien fait. Pour lui, la grandeur de l'Amérique ne se mesurait pas à la hauteur de ses gratte-ciel ou à la puissance de ses capitaines d'industrie, mais à la solidité de ses méthodes et à la clarté de sa vision. Dans un monde encore dominé par les vieilles traditions européennes, l'Amérique apportait une révolution silencieuse. Elle prouvait qu'il était possible de bâtir des empires économiques sur la science de l'organisation et non sur le privilège ou la naissance. Là où d'autres se contentaient de copier les apparences du succès, les Américains étudiaient le fonctionnement du succès lui-même. Ils disséquaient chaque processus, mesuraient chaque geste, rationalisaient chaque dépense. Ils ne laissaient rien au hasard. Et cette obsession de la méthode devint leur plus grand avantage. Baldwin voyait dans cette approche une philosophie de vie autant qu'une stratégie industrielle. Travailler avec méthode, disait-il, c'est respecter le temps, les hommes et les ressources. C'est comprendre que la prospérité durable naît de la discipline et non du coup de chance. Là où certains cherchaient la richesse immédiate, les industriels américains cherchaient la stabilité. Là où d'autres pensaient en termes de profit rapide, eux pensaient en termes de système durable. Cette différence d'état d'esprit fit toute la différence entre un succès éphémère et une domination mondiale. Mais Baldwin allait plus loin encore. Il observait que cette rigueur ne se limitait pas à la production ou à la gestion. Elle s'étendait à la culture même des entreprises. Dans les usines américaines, le patron n'était pas seulement un donneur d'ordre, mais souvent un guide, un organisateur, un stratège. Il comprenait que la réussite d'une industrie dépendait d'une chose essentielle, l'esprit d'équipe. L'individualisme y existait, certes, mais il s'effaçait devant le but commun. Chacun avait un rôle à jouer, chacun devait être à sa place. Et c'est dans cette coordination que naissait la force collective. Ce qui fascinait Baldwin, c'était la cohérence entre la pensée et l'action. Rien n'était laissé au hasard. La formation des ouvriers, la gestion du temps, la qualité des produits, la satisfaction des clients. Tout faisait partie d'un système global, harmonieux et précis. L'Amérique industrielle n'était pas une simple accumulation d'usines. C'était une véritable symphonie économique, où chaque instrument jouait juste, sous la direction d'un esprit méthodique et ambitieux. Et si Baldwin a voulu partager ses observations, c'est parce qu'il croyait que ces principes dépassaient les frontières. Il pensait que toute nation, toute entreprise, et même tout individu, pouvait en tirer des leçons. La discipline, la méthode et l'esprit d'équipe n'étaient pas des inventions américaines, mais des lois naturelles du progrès humain. Elles s'appliquent à toute personne désireuse d'accomplir quelque chose de grand. Ainsi, en étudiant l'Amérique, Baldwin ne cherchait pas à créer des imitateurs, mais à inspirer des bâtisseurs.
Il ne voulait pas que le monde copie les usines américaines, mais qu'il en comprenne la logique profonde. La puissance naît de la clarté, la réussite naît de l'ordre, et la prospérité durable repose sur la méthode. C'est cette leçon que nous allons explorer ensemble. Comment une nation a su transformer la rigueur en richesse, et comment cette philosophie peut encore, aujourd'hui, guider chacun de nous sur le chemin du succès. Chapitre 1. La rigueur comme base du progrès. Au cœur de toute réussite durable, il y a une vérité que l'on oublie souvent. Le progrès n'est jamais le fruit du hasard. Il ne naît pas de l'inspiration soudaine, ni du simple talent, mais de la rigueur. Cette rigueur, c'est la force invisible qui transforme une idée en réalité, un rêve en industrie, une vision en empire. Les grands industriels américains du tournant du XXe siècle avaient compris cela mieux que quiconque. Dans un monde encore marqué par l'improvisation, ils ont bâti leur puissance sur la planification, la précision et la discipline. Pour eux, la rigueur n'était pas une contrainte, mais une forme de liberté, celle de maîtriser leur destin plutôt que de le subir. Dans les usines américaines, rien n'était laissé au hasard. Chaque geste, chaque machine, chaque minute avait une raison d'être. Là où d'autres voyaient le travail comme une suite d'actions répétitives, les industriels américains voyaient une science. Baldwin décrit avec admiration cette transformation. L'industrie n'était plus un champ d'improvisation, mais un laboratoire du progrès humain. Chaque ouvrier devenait un maillon conscient d'une chaîne d'efficacité, et chaque décision reposait sur une logique mesurable. Ce n'était plus la chance qui décidait de la réussite d'une entreprise, mais la méthode. Les Américains avaient cette capacité unique à observer, à analyser, puis à standardiser. Ils savaient que pour croître, il fallait d'abord comprendre. Ils étudiaient leur processus comme un médecin étudie le corps humain. Chaque dysfonctionnement devenait une occasion d'apprendre, chaque erreur un indicateur à corriger. Et c'est dans cette quête permanente d'amélioration que résidait leur véritable force. Loin de s'endormir sur leur succès, ils cherchaient sans cesse à faire mieux, à optimiser, à simplifier. Cette obsession du perfectionnement n'était pas motivée par la peur de perdre, mais par la passion de progresser. Baldwin soulignait que le génie américain ne tenait pas à des découvertes spectaculaires, mais à la constance des petites améliorations. Un boulon mieux ajusté, une machine mieux calibrée, un horaire mieux respecté. Voilà les détails qui, accumulés, créaient la supériorité industrielle. Cette rigueur du quotidien construisait des empires silencieux. Elle faisait naître une confiance nouvelle, celle de savoir que le succès n'était pas une chance mais une conséquence. Et c'est précisément cette certitude qui libérait les esprits et permettait l'innovation. Car la rigueur n'éteignait pas la créativité, elle la rendait possible. Là où le désordre étouffe les idées, l'ordre leur donne de l'espace. Les ingénieurs américains pouvaient expérimenter, inventer, tester, parce qu'ils avaient une base solide sur laquelle bâtir. La méthode leur offrait une sécurité psychologique. Ils savaient que même l'échec pouvait être utile, car ils s'inscrivaient dans un processus contrôlé. Ainsi, la rigueur devenait non pas un frein, mais un tremplin. Ce que Baldwin admirait le plus, c'était cette culture de la planification à long terme. Les industriels américains pensaient en décennies, pas en mois. Ils construisaient des stratégies qui allaient au-delà du profit immédiat. Ils investissaient dans la formation, dans la recherche, dans l'organisation. Ils savaient qu'un système solide résiste à tout, aux crises, aux changements de marché, aux guerres même. Leur rigueur n'était donc pas seulement technique, elle était philosophique. Elle reposait sur la conviction que la maîtrise du détail mène à la maîtrise du monde. Dans les ateliers, cette rigueur se traduisait par une coordination quasi parfaite. L'ouvrier savait exactement ce qu'il avait à faire et pourquoi il le faisait. Le contremaître veillait à l'ordre sans humilier, le directeur observait sans mépriser. Chacun comprenait que la discipline collective était le prix de la réussite commune. Le désordre d'un seul pouvait ralentir toute une chaîne. L'efficacité d'un seul pouvait, à l'inverse, inspirer tout un groupe. C'est ainsi que la rigueur devenait une valeur morale autant qu'un outil économique. Baldwin insistait sur un point essentiel. Les Américains avaient éliminé le hasard non pas en supprimant l'humain, mais en élevant son rôle. Ils avaient compris que l'homme discipliné est plus fort que la machine la plus puissante. Ils valorisaient la responsabilité, la ponctualité, la constance. Ce n'était pas seulement l'ordre matériel qu'ils recherchaient, mais l'ordre intérieur.
Car la rigueur la plus précieuse, disait Baldwin, est celle de l'esprit. L'ouvrier méthodique, l'ingénieur précis, le patron prévoyant partageaient un même état d'âme, celui de ceux qui respectent leur œuvre. Et pourtant, cette rigueur n'était pas innée. Elle s'apprenait, se transmettait, se cultivait. Dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations d'entreprise, dans les réunions du matin, on enseignait l'art de planifier, de prévoir, de mesurer. Les erreurs n'étaient pas punies, mais analysées. Le chaos n'était pas toléré, non par dureté, mais par respect du temps et de la qualité. Ce rapport presque sacré au travail fit des Américains les pionniers d'une nouvelle ère industrielle, celle de la précision. Ce que Baldwin voulait transmettre à ses lecteurs, c'est que cette rigueur ne concernait pas seulement les usines, mais la vie entière. Celui qui planifie, qui s'organise, qui apprend à contrôler son environnement, finit toujours par avancer plus vite que celui qui agit dans la confusion. Le talent sans méthode est comme un navire sans gouvernail. Il avance, mais ne sait pas où aller. La méthode, elle, donne une direction, un sens, une puissance durable. Et c'est cette force tranquille qui distingue les bâtisseurs des rêveurs. En observant les États-Unis, Baldwin voyait une société entière construite sur cette philosophie. Dans les bureaux, dans les fermes, dans les ateliers, la même logique régnait. Faire mieux chaque jour. Rien n'était considéré comme acquis. Chaque progrès, si petit soit-il, était célébré. La rigueur n'était pas vécue comme une contrainte, mais comme une fierté. Elle représentait la dignité du travail, la preuve que l'homme pouvait imposer un ordre à la matière et faire du monde un lieu plus fonctionnel, plus stable, plus prospère. La grande leçon de Baldwin, c'est que la rigueur n'est pas une question de culture, mais de conscience. Tout individu, toute nation, toute entreprise peut l'adopter, à condition d'en comprendre la valeur. Être rigoureux, ce n'est pas être rigide, c'est savoir que chaque détail compte, que chaque geste construit l'avenir. C'est refuser la paresse, l'improvisation, le à peu près. C'est choisir la maîtrise plutôt que la facilité, la méthode plutôt que le hasard. Car dans le monde du travail comme dans la vie, la rigueur est la première forme de respect. Respect de soi, respect du temps, respect des autres. Elle est la base invisible de tout progrès réel. Les Américains l'ont comprise, appliquée, perfectionnée. Et c'est cette attitude qui a transformé leur nation en symbole du succès moderne. William H. Baldwin, en observant cette société organisée, ne cherchait pas à copier leurs méthodes à la lettre, mais à nous montrer ce que signifie vraiment être maître de son art. Il nous rappelle que sans méthode, le talent se dissipe comme la fumée. Mais avec méthode, même le plus petit effort devient une pierre solide sur laquelle se construit la grandeur. La rigueur, disait-il, n'est pas une qualité parmi d'autres. C'est la condition même du progrès. Là où elle règne, le succès suit inévitablement. Là où elle manque, tout finit par s'effondrer, tôt ou tard. Et cette vérité, simple mais universelle, reste aujourd'hui aussi essentielle qu'elle l'était hier. Chapitre 2. L'organisation scientifique du travail. L'histoire du progrès industriel américain ne peut être comprise sans évoquer la révolution silencieuse qui a bouleversé le monde du travail, l'organisation scientifique du travail. Sous l'impulsion de penseurs comme Frederick Winslow Taylor et observateurs tels que William H. Baldwin, les États-Unis ont transformé la manière même de concevoir l'effort humain. Là où autrefois la force brute et la sueur régnaient, une nouvelle ère s'est ouverte, celle de la méthode, de la mesure et de l'efficacité raisonnée. Ce fut un basculement profond, presque spirituel. L'homme ne travaillait plus seulement avec ses bras, mais avec son intelligence. Le travail devenait un art gouverné par la science, et la productivité, une question d'harmonie entre l'humain et la méthode. Baldwin, en observant les grandes manufactures américaines, voyait se dessiner une philosophie entièrement nouvelle. Les industriels avaient compris qu'il ne suffisait plus de travailler dur, il fallait travailler intelligemment. Le taylorisme n'était pas qu'une série de calculs de temps ou de gestes, c'était une manière de repenser la relation entre l'effort et le résultat. Il ne s'agissait plus de faire plus, mais de faire mieux, en moins de temps, avec moins de fatigue et plus de cohérence. Le chronomètre, cet objet que beaucoup voyaient comme un instrument de contrainte, devenait un outil de libération. Il révélait les pertes d'énergie invisibles, les gestes inutiles, les détours improductifs. En observant,
En mesurant, en organisant, les industriels américains parvenaient à transformer la confusion en symphonie. Le travail cessait d'être une succession d'actes instinctifs pour devenir une science exacte. Chaque poste, chaque outil, chaque mouvement était étudié, ajusté, perfectionné. Les ouvriers n'étaient plus de simples exécutants, ils devenaient les rouages conscients d'un système pensé pour la performance collective. Baldwin notait que cette transformation ne visait pas seulement à accroître le rendement, mais à donner aux travailleurs un sentiment d'ordre, de logique et de maîtrise. La science du travail offrait à chacun une place claire, un rôle précis, une finalité mesurable. Elle réduisait l'incertitude, donc la fatigue mentale. Car au fond, ce que Taylor avait compris, c'est que le désordre épuise autant que la tâche elle-même. Mais ce que Baldwin admirait le plus dans l'organisation scientifique américaine, c'était sa dimension morale. Contrairement à ce que pensaient certains de ses détracteurs, le taylorisme n'était pas une machine à déshumaniser l'ouvrier, mais une tentative de le réconcilier avec la raison. Travailler avec méthode, c'était élever le travail au rang de science, donc lui donner une dignité nouvelle. Le geste répétitif devenait une composante d'un ensemble intelligent. L'ouvrier ne produisait pas seulement des objets, il participait à un système rationnel, à une œuvre collective plus vaste que lui. L'usine devenait un organisme vivant, où chaque battement de cœur comptait. Dans les ateliers américains, la rigueur scientifique s'exprimait partout, dans la disposition des outils, dans la circulation de l'air, dans la lumière, étudiée pour réduire la fatigue, dans la répartition du temps, pour maintenir la concentration. Rien n'était laissé au hasard. Tout était pensé pour que le travail devienne plus fluide, plus naturel, plus harmonieux. Loin de l'image de la chaîne aliénante, Baldwin y voyait une forme d'art appliqué, l'art de coordonner les forces humaines avec la précision d'un orchestre. Le taylorisme, à son apogée, n'était pas un esclavage mécanique, mais une quête d'équilibre entre l'effort et le résultat. Et cette idée, faire plus avec moins, allait changer le monde. Les Américains prouvèrent que la richesse ne provenait pas de la quantité de travail, mais de la qualité de l'organisation. Les Européens travaillaient souvent avec passion, mais dans la dispersion. Les Américains, eux, travaillaient avec méthode, et c'est cette méthode qui fit toute la différence. Ils avaient compris que la discipline intellectuelle pouvait multiplier la puissance humaine bien plus que la force des muscles. En rationalisant le travail, ils rendaient le progrès mesurable et donc transmissible. Baldwin observait aussi un autre phénomène fascinant: la coopération entre les ingénieurs et les ouvriers. L'organisation scientifique n'était pas imposée d'en haut, mais construite sur le terrain. Les ingénieurs étudiaient les gestes des travailleurs, cherchaient leurs suggestions, affinaient leurs observations. Ce n'était pas une science froide, mais une science vivante, nourrie par l'expérience. Le savoir pratique rencontrait la logique théorique, et de cette union naissait une intelligence collective. Ce dialogue constant entre la main et l'esprit était, selon Baldwin, la clé du succès industriel américain. Mais derrière cette précision technique, il y avait une philosophie plus profonde encore, celle de l'efficacité morale. Les industriels américains voyaient le désordre non seulement comme une perte économique, mais comme une forme de paresse spirituelle. L'efficacité devenait une vertu, la planification une éthique. Être efficace, ce n'était pas seulement produire plus, c'était respecter le temps, respecter le travail, respecter la vie. Cette vision conférait à l'organisation scientifique une dimension presque religieuse. Elle glorifiait la maîtrise de soi et l'effort conscient. Pour Baldwin, la plus grande leçon du taylorisme n'était pas dans les chiffres, mais dans la mentalité qui l'inspirait. Il apprenait à l'homme moderne à penser avant d'agir. Dans un monde où la rapidité semblait régner, il rappelait que la réflexion est la plus haute forme d'efficacité. Travailler intelligemment, c'est anticiper les obstacles, prévoir les besoins, réduire le gaspillage. C'est l'art de transformer chaque heure en une unité de progrès réel. Ce principe, appliqué à l'industrie, fit des États-Unis la nation la plus productive du monde. Appliqué à la vie, il devient une philosophie du succès personnel. Baldwin soulignait aussi un paradoxe. Plus le travail était organisé scientifiquement, plus il libérait la créativité. Car lorsque les gestes sont clairs, les processus stables et les responsabilités bien définies, l'esprit humain peut se concentrer sur l'innovation. L'ordre libère l'intelligence.
Dans une entreprise bien structurée, chacun peut apporter des idées sans craindre le chaos. Le cadre devient un tremplin, non une prison. L'efficacité, loin de tuer la spontanéité, la canalise vers des résultats concrets. Cette transformation du travail eut également un effet social. Les ouvriers américains, en voyant leurs tâches simplifiées et valorisées, développaient un sentiment de fierté. Ils n'étaient plus prisonniers du hasard ou de la désorganisation, mais membres d'un système qui reconnaissait leur contribution. Le chronomètre, loin d'être un instrument d'oppression, devenait pour eux un symbole de justice. Il garantissait que chacun soit évalué sur la base de faits, non de favoritisme. Le taylorisme apportait une forme de méritocratie dans le monde du travail. Baldwin voyait dans cette approche scientifique un enseignement pour toutes les nations. Le progrès ne se copie pas, il se comprend. Il ne suffit pas d'importer des machines ou des méthodes, il faut adopter l'esprit qui les anime. Cet esprit, c'est celui de l'observation, de l'analyse et de la rigueur. L'organisation scientifique du travail ne consiste pas à transformer l'homme en machine, mais à faire de lui un être conscient de son rôle dans une œuvre collective. Le véritable taylorisme, dans sa version la plus noble, est un humanisme déguisé. Il apprend à chacun la valeur du temps, la beauté de la précision et la dignité de l'effort bien ordonné. Ainsi, l'Amérique du début du XXe siècle devint le laboratoire d'un nouveau monde. Dans les usines de Détroit, dans les ateliers de Pittsburgh, dans les bureaux de Chicago, une même logique s'imposait. Planifier, mesurer, améliorer. Cette logique ne s'arrêtait pas aux frontières de l'industrie. Elle gagnait l'agriculture, le commerce, l'administration. Elle devenait la marque de fabrique d'une nation qui refusait le gaspillage sous toutes ses formes. Et c'est cette mentalité, plus que la richesse elle-même, qui fit la grandeur américaine. Le travail intelligent remplaçait peu à peu le travail acharné. Les ouvriers apprenaient à utiliser leurs forces avec stratégie. Les dirigeants comprenaient que la performance durable ne vient pas de la contrainte, mais de la clarté. Tout effort, pour être productif, devait être orienté, organisé, optimisé. L'énergie humaine, quand elle est dirigée avec méthode, devient une puissance quasi illimitée. La leçon de Baldwin est claire. Le succès ne dépend pas de la quantité d'efforts fournis, mais de leur qualité. Travailler dur sans méthode, c'est comme ramer sans gouvernail. Travailler intelligemment, c'est avancer avec la certitude que chaque mouvement rapproche du but. L'organisation scientifique du travail n'est donc pas une théorie d'usine, mais une philosophie de vie. Elle enseigne que la véritable grandeur naît de la discipline, de l'observation et du respect des lois du progrès. Et au fond, c'est peut-être là la plus belle leçon de ce chapitre. La science du travail n'est rien d'autre qu'une science de la conscience. Quand l'homme comprend ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment le faire mieux, il cesse d'être un simple travailleur. Il devient un créateur. Chapitre 3. L'esprit d'équipe et la coopération. L'une des grandes leçons que William H. Baldwin tire du modèle industriel américain, c'est que la machine, si parfaite soit-elle, ne remplacera jamais l'esprit collectif qui anime les hommes. Derrière chaque succès industriel se cache une organisation humaine soudée, disciplinée, mais surtout animée par une vision partagée. Dans les usines américaines du début du XXe siècle, on ne parlait pas seulement de productivité ou de rendement, on parlait aussi d'hommes unis par un but commun, où chacun savait que son effort individuel trouvait sa place dans un ensemble plus vaste. C'est cette idée, presque philosophique, qui a permis à l'Amérique de bâtir un empire industriel en un temps record. Baldwin insiste, sans esprit d'équipe, même la meilleure méthode s'effondre, car le moteur invisible de la production, c'est la confiance mutuelle entre ceux qui la font vivre. Les industriels américains avaient compris que pour obtenir des résultats exceptionnels, il fallait d'abord créer une atmosphère de respect, d'appartenance et de coopération. Ils savaient qu'un ouvrier frustré, isolé ou mal dirigé devient rapidement un frein à la performance collective. C'est pourquoi ils mirent en place des politiques internes favorisant la communication entre les départements, les équipes et les différents échelons hiérarchiques. Dans une usine bien gérée, expliquait Baldwin, la parole circule librement, les problèmes se règlent en groupe et la responsabilité est partagée. Ce modèle s'opposait directement à celui de l'Europe industrielle d'alors, où l'usine était souvent un lieu d'oppression, dirigé par la peur et la méfiance. En Amérique,
On avait compris que le progrès matériel exigeait d'abord un progrès moral. Il fallait des hommes dignes, écoutés et conscients de leurs valeurs pour atteindre l'excellence. La coopération ne se décrète pas, elle se construit. Et les Américains ont su la bâtir à travers la confiance. Un contremaître, dans une usine moderne, ne se contente pas d'ordonner. Il observe, écoute, encourage. Il est à la fois un chef et un pédagogue. Baldwin met en avant cette transformation du rôle du leader industriel. Le patron éclairé n'impose pas, il inspire. Il ne cherche pas à dominer les hommes, mais à les élever, à tirer le meilleur de chacun. Il sait que la contrainte donne des résultats éphémères, alors que la motivation, elle, libère une énergie durable. C'est dans cette philosophie qu'est née la notion moderne de management participatif. Le travailleur cesse d'être une simple main-d'œuvre interchangeable. Il devient un partenaire du progrès. Dans cette logique, les grandes entreprises américaines instaurèrent des programmes de formation interne, des réunions d'équipe, des discussions collectives pour résoudre les problèmes techniques ou organisationnels. Ce n'était pas du temps perdu, mais un investissement humain. Car un ouvrier formé, compris et associé aux décisions devient un acteur loyal et créatif. Baldwin observe que cette cohésion permettait aux usines américaines de surmonter les crises, les retards de production ou les innovations technologiques avec une agilité que beaucoup d'industries européennes leur enviaient. Là où d'autres entreprises s'effondraient dans le désordre ou la révolte, celle des États-Unis rebondissait grâce à la solidarité et à la communication interne. Cette harmonie ne naît pas par hasard. Elle demande une discipline morale, une éthique du travail partagé. Baldwin insiste sur cette idée que la coopération ne doit pas être confondue avec la complaisance. Travailler ensemble ne signifie pas éviter les conflits, mais savoir les transformer en énergie constructive. Dans les ateliers américains, quand une erreur survenait, on ne cherchait pas un coupable, on cherchait une solution. Chacun était responsable non seulement de sa tâche, mais aussi de la réussite collective. C'est cette mentalité à la fois rigoureuse et fraternelle qui fit la différence entre les entreprises éphémères et celles qui construisirent la prospérité du pays. Baldwin décrit également une forme de démocratie industrielle. L'usine devient un microcosme social où s'expérimente une forme d'équilibre entre hiérarchie et égalité. Le chef reste le chef, mais il agit comme un guide, pas comme un tyran. Son autorité vient de sa compétence, de son exemplarité, de sa capacité à inspirer confiance. Les ouvriers le respectent parce qu'il incarne la mission commune, non parce qu'ils le craignent. Cette vision du leadership, fondée sur l'intelligence émotionnelle avant l'autorité brute, préfigurait déjà les modèles modernes de gestion humaine que l'on valorise aujourd'hui dans les grandes entreprises du monde entier. Dans un passage marquant, Baldwin écrit que le véritable pouvoir ne se mesure pas à la quantité d'ordres donnés, mais à la qualité de la coopération qu'ils inspirent. Cette phrase résume parfaitement sa pensée. Le bon leader n'a pas besoin d'élever la voix, car son équipe comprend spontanément sa direction. L'efficacité d'un groupe dépend moins de la force du commandement que de la clarté du but. Là où chacun sait pourquoi il agit, l'ordre devient inutile. L'équipe fonctionne d'elle-même, portée par un esprit commun. Les usines américaines avaient aussi compris l'importance du sentiment d'appartenance. Les employés ne se voyaient pas comme de simples salariés, mais comme les membres d'une même aventure. Des cérémonies, des récompenses collectives, des repas d'entreprise, des symboles d'unité venaient renforcer cette cohésion. Tout cela contribuait à créer une culture interne forte, où le travail devenait une fierté et non une corvée. Baldwin souligne que cette culture d'entreprise fut l'un des moteurs cachés de la puissance économique américaine. On pouvait copier les machines, les procédés, mais pas l'esprit. Et cet esprit, c'était celui de la coopération. Cependant, Baldwin met aussi en garde. La coopération n'est pas naturelle à l'homme. Elle demande une éducation. Dans un environnement où l'ego, la rivalité et la recherche de pouvoir personnel prennent le dessus, l'unité se brise. Le rôle du dirigeant est donc d'entretenir sans relâche la cohésion, de rappeler le sens commun et de prévenir les divisions. C'est une œuvre de patience et de constance. Comme un capitaine qui maintient le cap, même dans la tempête, le leader industriel doit être le garant de l'unité morale de son équipe. Pour Baldwin, cette vision dépasse le cadre de l'usine. Il y voit un modèle social. Une nation prospère, écrit-il, est une nation où chacun comprend son rôle dans la machine collective. L'ouvrier,
Le technicien, l'ingénieur, le dirigeant, tous sont des rouages d'un même système, et la grandeur du tout dépend de la justesse de chacun. L'Amérique, en cultivant ce sentiment d'interdépendance, a su transformer sa diversité en puissance. Dans chaque entreprise, cette philosophie se retrouvait. Pas d'individualisme destructeur, pas d'élitisme fermé, mais une hiérarchie fonctionnelle où la réussite de l'un ne peut exister sans la réussite de tous. Le chapitre se conclut sur une idée forte. Le patron visionnaire inspire, il ne domine pas. Le véritable chef est un bâtisseur d'hommes. Il voit plus loin que le profit immédiat, car il sait que la force d'une entreprise réside dans la valeur humaine qu'elle développe. C'est cette philosophie, profondément humaine et avant-gardiste, qui fit la grandeur du modèle américain. Là où d'autres cherchaient à exploiter, les meilleurs cherchaient à élever. Là où d'autres imposaient, ils enseignaient. Baldwin voulait que ses lecteurs comprennent que la coopération n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse, celle qui transforme un groupe d'individus en une armée de progrès. Ainsi, l'esprit d'équipe n'est pas un supplément d'âme pour l'industrie, c'est son cœur battant. C'est lui qui donne sens à la machine, cohésion à la méthode et dignité au travail. Sans lui, toute organisation finit par s'effondrer sous son propre poids. Avec lui, même la plus humble entreprise peut conquérir le monde. Chapitre 4. L'innovation continue. L'Amérique industrielle du tournant du XXe siècle n'était pas seulement un ensemble d'usines ou un pays de machines. Elle était avant tout un immense laboratoire d'idées. William H. Baldwin, observateur attentif de cette révolution silencieuse, y voyait l'une des clés majeures du succès américain. Cette capacité unique à ne jamais se contenter d'un résultat, à toujours remettre en question les méthodes, les outils, et même les certitudes les mieux établies. L'innovation dans la pensée de Baldwin n'était pas un luxe réservé aux inventeurs ou aux ingénieurs de génie. C'était une discipline quotidienne, une attitude mentale collective, presque une philosophie de vie. L'Amérique ne progressait pas parce qu'elle possédait plus de ressources, mais parce qu'elle osait davantage expérimenter, échouer et recommencer. Dans les ateliers, les laboratoires, les bureaux d'études, régnait une culture du pourquoi pas. Là où d'autres nations s'arrêtaient en disant « cela fonctionne ainsi depuis toujours », les industriels américains répondaient « et si cela pouvait fonctionner mieux ?» Cette curiosité constante, presque enfantine, était devenue une force nationale. Baldwin l'a décrit comme la moteur invisible du progrès. Ce n'est pas la richesse du pays qui produisait des innovations, mais l'esprit d'innovation qui produisait la richesse. Chaque machine, chaque méthode, chaque organisation interne était vue comme perfectible. Rien n'était figé. On ne craignait pas de bouleverser un système qui semblait marcher, car on savait que la stagnation, même confortable, était le début du déclin. Baldwin raconte que dans certaines grandes entreprises américaines, il n'était pas rare que les ouvriers eux-mêmes proposent des améliorations techniques. Cette liberté d'expérimenter, de suggérer, de tester, faisait partie intégrante de la culture d'entreprise. L'innovation ne venait pas uniquement du sommet, elle naissait aussi à la base, dans l'intelligence collective des ateliers. On encourageait les idées nouvelles, même modestes, parce qu'on savait que le progrès n'était souvent qu'une accumulation de petites améliorations successives. Ainsi, le moindre geste pouvait être repensé, la moindre machine optimisée, la moindre habitude remise en question. C'était une révolution silencieuse, mais redoutablement efficace. Pour Baldwin, cette approche contrastait radicalement avec la mentalité européenne de l'époque, plus hiérarchique, plus attachée aux traditions. En Europe, on respectait les anciens procédés comme des héritages sacrés. En Amérique, on respectait davantage les résultats. La valeur d'une idée ne dépendait pas de son ancienneté, mais de son efficacité. Cette mentalité ouverte, pragmatique et parfois audacieuse permettait aux Américains d'adopter plus vite les nouvelles technologies, de transformer leurs industries et d'imposer un rythme d'innovation que le reste du monde avait du mal à suivre. Mais innover pour Baldwin ne signifie pas courir après la nouveauté pour la nouveauté. L'innovation véritable est disciplinée, réfléchie, guidée par un objectif clair. Elle repose sur la méthode et sur la mesure. Les industriels américains ne jetaient pas leurs anciens modèles à la moindre idée venue. Ils observaient, testaient, mesuraient, comparaient. Cette rigueur scientifique dans l'expérimentation faisait la différence entre le génie et la folie. Baldwin admirait cette capacité à concilier imagination et logique,
audace et prudence. L'innovation américaine était un équilibre permanent entre rêve et raison. Le risque, bien sûr, faisait partie du jeu, mais il s'agissait d'un risque calculé. Baldwin note que les grands entrepreneurs américains n'étaient pas des joueurs, mais des stratèges. Ils savaient que le progrès exigeait parfois d'abandonner des certitudes, d'investir sans garantie de succès, de sortir des sentiers battus. Cependant, ils ne confondaient jamais courage et imprudence. Chaque décision novatrice reposait sur une observation attentive du marché, des besoins réels, des limites techniques. Ce mélange de témérité et de lucidité constituait, selon Baldwin, la marque du véritable esprit entrepreneurial. Il souligne aussi que cette culture de l'innovation ne se limitait pas à la technique. Elle s'étendait à la gestion, à la communication, à la manière d'organiser le travail. Les Américains inventaient de nouvelles formes d'entreprise, plus souples, plus horizontales, où la circulation de l'information était rapide. Ils créaient des départements de recherche et développement avant même que ce terme n'existe officiellement. Ils introduisaient des outils de mesure, des graphiques, des indicateurs de performance, tout en cultivant la créativité individuelle. Ce mariage entre la science et l'instinct humain donna naissance à un modèle économique d'une efficacité sans précédent. L'innovation continue devint ainsi une sorte de loi morale. On ne devait jamais s'endormir sur un succès. Une fois un objectif atteint, un autre devait immédiatement être fixé. Cette mentalité presque obsessionnelle poussait les entreprises à se renouveler sans cesse. Ce n'était pas une quête de perfection impossible, mais une reconnaissance humble du fait que tout système, aussi performant soit-il, finit par s'user s'il n'évolue pas. L'innovation, dans ce sens, n'était pas seulement un acte technique, mais une hygiène de l'esprit. Baldwin observait que dans les entreprises les plus prospères, le mot « problème » était remplacé par « opportunité d'amélioration ». Cette simple tournure de pensée transformait complètement la dynamique du travail. Un défaut n'était plus une faute, mais une occasion d'apprendre. Une panne devenait une chance de repenser un mécanisme. Une erreur de calcul, un moyen de perfectionner la méthode. Cette attitude positive face à la difficulté permettait aux Américains de rebondir là où d'autres se décourageaient. C'est cette résilience créative, ancrée dans la mentalité collective, qui fit du pays une terre d'inventeurs. Baldwin insiste également sur l'importance du temps dans le processus d'innovation. Il explique que les grands industriels américains avaient compris que l'avenir appartient à ceux qui préparent aujourd'hui les méthodes de demain. Pendant que d'autres se contentaient de produire, eux expérimentaient. Ils consacraient du temps, des ressources et de l'énergie à la recherche, sans attendre de résultats immédiats. Cette patience stratégique était une forme d'investissement invisible, mais elle rapportait toujours à long terme. Là où les entreprises européennes se montraient prudentes et conservatrices, les Américaines osaient investir dans l'inconnu, convaincues que chaque idée nouvelle, même imparfaite, rapprochait du progrès. Un autre point central chez Baldwin est la relation entre innovation et liberté. Pour qu'une société innove, il faut que ses individus se sentent libres de penser différemment. L'Amérique, avec sa culture d'indépendance et de libre initiative, offrait un terrain fertile à l'imagination. L'ouvrier pouvait devenir inventeur, l'ingénieur pouvait créer son propre atelier, le rêveur pouvait devenir industriel. Cette mobilité intellectuelle et sociale nourrissait un cycle vertueux d'inventivité. Baldwin voyait dans cette liberté d'expérimenter le véritable secret du génie américain. L'innovation ne vient pas des ordres, mais de la permission d'essayer. L'ingéniosité américaine reposait aussi sur une forme d'humilité. Innover, c'était accepter de ne pas tout savoir, de se tromper, d'apprendre. Là où d'autres sociétés punissaient l'échec, l'Amérique en faisait une étape du succès. Baldwin observe que les plus grands inventeurs du pays, des ingénieurs anonymes aux figures emblématiques, partageaient tous cette même qualité, la persévérance face à l'erreur. L'échec n'était pas une honte, mais une preuve d'effort. Ce rapport sain à la tentative et à la faute créait un climat de confiance propice à la créativité. Dans ses analyses, Baldwin oppose souvent deux types d'entreprises, celles qui vivent de leur succès passé et celles qui vivent de leurs idées futures. Les premières déclinent toujours, car elles croient que la stabilité est une fin. Les secondes prospèrent, parce qu'elles savent que le monde change sans cesse. L'Amérique industrielle avait choisi la seconde voie. Elle avait compris que la sécurité n'existe pas dans l'immobilité,
mais dans la capacité à s'adapter plus vite que les autres. Le véritable risque, ce n'était pas d'innover, mais de ne pas le faire. Enfin, Baldwin conclut ce chapitre avec une leçon puissante. Innover, c'est refuser la stagnation, mais c'est aussi affirmer la vie. L'innovation continue, selon lui, est un acte de foi en l'avenir. C'est croire que demain peut être meilleur, que l'intelligence humaine peut toujours trouver une voie nouvelle. L'esprit d'invention, écrit-il, est la forme la plus noble de l'espérance. Dans chaque machine perfectionnée, dans chaque méthode simplifiée, dans chaque idée mise à l'épreuve, il y a un geste de confiance envers le progrès humain. C'est cette foi plus que toute autre ressource qui fit de l'Amérique industrielle un modèle de vitalité. L'innovation continue n'est donc pas seulement un outil économique. Elle est une manière de penser, un état d'esprit collectif. Elle exige du courage, de la patience et de la discipline. Mais surtout, elle demande cette curiosité inépuisable, ce refus de la routine, cette volonté d'aller au-delà du connu. Baldwin voulait que ses lecteurs comprennent que toute société, toute entreprise, tout individu qui cesse d'innover, cesse de croître. Et que c'est dans l'audace mesurée, dans la passion du renouveau, que se trouve la véritable richesse. Car en fin de compte, l'Amérique n'a pas triomphé parce qu'elle possédait les plus grandes usines, mais parce qu'elle abritait les esprits les plus ouverts. Chapitre 5. La valeur du capital humain. Dans l'esprit de Baldwin, aucune machine, aucune méthode, aucune innovation, aussi brillante soit-elle, ne peut porter du fruit si l'on néglige la ressource la plus précieuse jamais confiée à une entreprise, l'être humain. À cette époque où les industries américaines se modernisaient à une vitesse presque vertigineuse, certains pensaient que la force d'un pays se mesurerait au nombre d'usines, à la puissance des moteurs, à la hauteur des cheminées, ou à la capacité de produire à grande échelle. Mais Baldwin, observateur attentif et profondément lucide, rappelait que la véritable richesse ne se trouvait ni dans l'acier ni dans la vapeur, mais dans les hommes et les femmes qui animaient ces structures. C'est pourquoi il insistait sur une vérité simple et pourtant révolutionnaire. Sans travailleurs compétents, éduqués, respectés et engagés, aucune entreprise ne peut espérer durer. La machine peut répéter, mais seul l'être humain peut comprendre, s'adapter, créer, résoudre, coordonner et progresser. À chaque étape du développement industriel américain, les dirigeants les plus visionnaires avaient compris qu'un employé considéré comme un rouage finit par se comporter comme un rouage, mécanique, passif, facile à remplacer et sans initiative. À l'inverse, un travailleur reconnu pour ce qu'il est réellement, un partenaire essentiel, un acteur du progrès, une force vivante, devient naturellement une source d'énergie productive, inventive et loyale. Dans les usines modèles analysées par Baldwin, l'un des facteurs les plus frappants était la manière dont les dirigeants investissaient d'abord dans les hommes avant même d'investir dans les machines. Ils savaient que la machine finit toujours par devenir obsolète, mais qu'un travailleur bien formé grandit, progresse et enrichit l'entreprise année après année. Cette philosophie créait des environnements où la discipline n'était pas imposée par la peur, mais inspirée par le respect mutuel. La formation constituait l'un des piliers de cette vision. Les industriels américains ne se contentaient pas d'embaucher, ils formaient, encadraient, accompagnaient, perfectionnaient. Ils comprenaient que chaque individu porte en lui un potentiel latent qui ne demande qu'à être cultivé. Baldwin observait qu'un ouvrier bien formé valait souvent plusieurs machines réunies, non pas parce qu'il produisait plus vite, mais parce qu'il produisait mieux, avec compréhension, intelligence et responsabilité. Ces entreprises offraient des programmes d'apprentissage qui ne se limitaient pas à apprendre à utiliser une machine. Ils visaient à développer l'esprit analytique, la compréhension globale du processus industriel et même des qualités humaines telles que la ponctualité, la solidarité et le sens du devoir. Dans ces usines, un travailleur qui comprenait la finalité de son effort n'était pas un simple exécutant. Il devenait un artisan du progrès collectif. Mais la formation ne suffisait pas. Baldwin insistait sur un autre levier tout aussi vital, la motivation. Il ne parlait pas de motivation superficielle comme des primes ponctuelles ou des discours de façade, mais d'un environnement où l'homme se sent valorisé, écouté et reconnu. Les grands industriels avaient compris que la motivation profonde naît d'un sentiment d'appartenance, d'un objectif partagé, d'une conviction intérieure que son travail a du sens et qu'il contribue à une œuvre plus grande que lui.
Dans certaines usines pionnières, Baldwin observait des pratiques étonnantes pour l'époque. Des réunions où les employés pouvaient donner leur avis, des rotations de postes pour éviter l'ennui, des espaces de détente, et même des programmes sociaux destinés à soutenir la vie familiale. Toutes ces mesures, loin d'être de simples avantages, étaient des stratégies calculées pour bâtir un capital humain solide et durable. La reconnaissance venait compléter ce triptyque. Aux yeux de Baldwin, la reconnaissance est l'une des plus puissantes forces de productivité. L'être humain se nourrit d'attention, de considération et de respect. Quand un employé sent que son travail est vu, que son effort est noté, que sa progression est encouragée, il redouble naturellement de discipline et d'ardeur. Baldwin notait que dans certaines entreprises, un simple mot de félicitation d'un dirigeant valait parfois plus qu'une augmentation de salaire. Le respect est une monnaie morale qui nourrit la dignité, la loyauté et l'enthousiasme du travailleur. Les patrons qui prenaient le temps de connaître leurs employés, d'écouter leurs difficultés, de valoriser leurs réussites, créaient sans le savoir un moteur invisible qui propulsait l'entreprise vers l'excellence. C'est ici que Baldwin introduisait une réflexion profonde. La machine peut remplacer la force physique, mais jamais la conscience humaine. Elle peut exécuter, mais elle ne peut pas vouloir. Or, toute grande entreprise repose sur la volonté humaine, cette force mystérieuse qui fait qu'un homme travaille non seulement pour gagner sa vie, mais pour donner un sens à son existence. Une usine qui néglige cet aspect finit par s'effondrer sur elle-même, car elle repose sur des fondations fragiles, la peur, la pression ou la routine. À l'inverse, une organisation qui place l'homme au centre construit un édifice durable, capable de résister aux crises, d'absorber les changements et de s'adapter aux révolutions technologiques. Pour Baldwin, la leçon était limpide. Une entreprise ne prospère réellement que lorsque ses dirigeants comprennent que la valeur humaine précède la valeur mécanique. Sans l'homme, la machine n'est qu'un assemblage de métal inerte. Avec l'homme, elle devient un instrument de progrès. Voilà pourquoi Baldwin considérait le capital humain comme l'investissement le plus rentable qu'une société puisse faire. Et plus profondément encore, il voyait dans cette valorisation un acte moral, une responsabilité sociale, un signe de maturité civilisationnelle. Car lorsque l'homme est valorisé avant la machine, ce n'est pas seulement l'entreprise qui s'élève, c'est toute une nation. Chapitre 6. Le client, moteur du système. Dans l'analyse lucide et visionnaire de Baldwin, un principe fondamental traverse toute la réussite industrielle américaine. Le client n'est pas une entité extérieure au système, il en est le cœur battant. À une époque où de nombreuses nations considéraient encore la production comme une fin en soi, où l'objectif principal consistait à fabriquer plus pour dominer les marchés par le volume, les industriels américains avaient compris que l'équation était incomplète. Produire, oui, mais produire pour quelqu'un. Fabriquer, oui, mais fabriquer ce qui répond à un besoin réel. Innover, oui, mais innover pour servir mieux. Ce renversement de perspective constitue l'un des bouleversements majeurs qui ont permis à l'Amérique de prendre une avance considérable dans le domaine industriel. Elle a cessé de réfléchir comme un producteur et a commencé à réfléchir comme un client. Le client est devenu non seulement un acheteur, mais un partenaire invisible qui guide les choix, influence les modèles de travail, inspire les innovations et oriente les stratégies. Ainsi, pour Baldwin, le client n'était pas simplement un moteur économique, mais un moteur culturel, un moteur psychologique, un moteur stratégique. Pour comprendre cette révolution, il faut revenir à la manière dont les industriels américains concevaient la notion même de satisfaction. Dans de nombreuses usines européennes de l'époque, l'idée dominante était que l'entreprise possédait la vérité. Elle fabriquait ce qu'elle estimait bon et le client devait s'y conformer. L'erreur fondamentale de cette approche résidait dans l'orgueil. Les Américains, eux, avaient inversé la logique. Ils observaient, écoutaient, interrogeaient, mesuraient. Ils voulaient comprendre ce que les gens souhaitaient réellement, et même plus loin encore, ce qu'ils souhaiteraient demain. Le marketing moderne, tel que Baldwin l'avait vu émerger, est né de cette obsession de comprendre avant d'imposer. De nombreuses entreprises américaines avaient développé des services d'études, de veille, de suivi des tendances, de tests consommateurs, des pratiques quasi inexistantes ailleurs à cette époque. Elles comprenaient que le marché n'est pas une guerre contre le client, mais une conversation avec lui. Et cette conversation n'était jamais ponctuelle, elle était permanente. Les entreprises observaient comment les consommateurs utilisaient les produits.
quelles frustrations ils exprimaient, quelles améliorations ils souhaitaient. Elles analysaient les retours, les plaintes, les lettres, les comportements. Elles comprenaient que la critique n'était pas une attaque, mais un enseignement. Baldwin soulignait que chaque entreprise américaine performante avait intégré ce principe. Une plainte vaut plus qu'un compliment, car elle révèle un manque, une faille, une opportunité. Le client devient alors une école, une source de formation continue, un guide pour l'amélioration. Cela explique pourquoi les industries américaines affichaient une capacité exceptionnelle à corriger rapidement leurs produits, à ajuster leurs méthodes, à renouveler leurs modèles. Elles évoluaient non pas parce qu'elles voulaient évoluer, mais parce que le client évoluait, et elles avaient compris qu'il fallait suivre son rythme pour ne jamais perdre sa confiance. Cette logique conduisait naturellement à la naissance d'une nouvelle discipline que Baldwin qualifie implicitement de marketing moderne. Ce marketing n'était pas encore un concept théorisé comme il le sera plus tard, mais il était déjà appliqué dans l'ombre des ateliers et des bureaux. Comprendre, anticiper, servir. Comprendre d'abord, car sans compréhension authentique, toute stratégie devient artificielle. Les industriels ne cherchaient pas des chiffres, ils cherchaient des émotions, des habitudes, des attentes. Ils voulaient savoir pourquoi un client choisissait un produit, pourquoi il en rejetait un autre, pourquoi il revenait ou pourquoi il s'éloignait. Anticiper ensuite, car Baldwin remarquait que les meilleurs dirigeants ne se contentaient pas de répondre à la demande actuelle, ils cherchaient à devancer la demande future. Ils savaient qu'un client ne sait pas toujours exprimer ce qu'il désire réellement tant qu'il ne l'a pas vu. Ainsi, l'innovation américaine n'était pas une innovation gratuite, mais une innovation guidée par la psychologie du client. Enfin, servir, car l'objectif ultime n'était plus de vendre un produit, mais d'améliorer la vie du client. L'entreprise qui servait le client devenait indispensable, et cette position stratégique lui conférait un avantage immense. Cette manière de considérer le client transformait profondément la culture des entreprises. Dans de nombreuses usines américaines que Baldwin observait, la satisfaction du client n'était pas une responsabilité limitée au service commercial. Elle était une mission globale, intégrée à tous les niveaux. L'ouvrier savait qu'un produit mal fini pouvait nuire à la réputation de l'entreprise. Le contremaître savait qu'un retard dans la production influençait la confiance des distributeurs. Le directeur savait que la moindre négligence pouvait faire perdre des années d'efforts. Tout le monde comprenait que la fidélité d'un client est un trésor fragile, qui se gagne par la constance, par l'attention, par la qualité. Baldwin notait également que les entreprises américaines avaient un talent rare, transformer chaque employé en ambassadeur de la satisfaction client. Ce n'était pas qu'une stratégie, mais une culture, une mentalité, un état d'esprit. Dans cette dynamique, Baldwin mettait en lumière une vérité essentielle que les entreprises américaines avaient intégrée instinctivement. La fidélité du client est la meilleure publicité. À une époque où les publicités étaient rudimentaires, où les affiches et les journaux constituaient les seules sources de communication, les industriels américains savaient que le bouche à oreille, la réputation, la recommandation valaient 1000 fois plus que n'importe quelle affiche. Ils savaient qu'un client heureux en apporte 10 autres, mais qu'un client déçu peut en faire fuir 100. Ainsi, toute la logique industrielle était orientée non pas vers l'acquisition éphémère de clients, mais vers la création durable d'une relation. Baldwin était convaincu que cette vision avait façonné l'essor industriel américain, car elle reposait sur un facteur immatériel et pourtant puissant, la confiance. Et Baldwin voyait dans cette approche bien plus qu'une stratégie commerciale. Il y voyait un modèle de société. Une société où l'entreprise écoute davantage qu'elle n'impose. Une société où la production sert réellement les besoins humains. Une société où la confiance devient une valeur économique centrale. Ce modèle, selon lui, offrait une leçon intemporelle. Une industrie prospère est une industrie qui commence par respecter celui pour qui elle existe. En mettant le client au centre, les industriels américains avaient créé un écosystème harmonieux où l'entreprise progresse lorsque le client progresse. C'est cette harmonie, profonde et subtile, qui permettait à l'Amérique de bâtir non seulement une puissance économique, mais aussi une culture commerciale fondée sur l'expérience, la satisfaction et la fidélité. Ainsi, au terme de cette analyse, la leçon devient évidente. Le client est le moteur du système, non pas parce qu'il paie, mais parce qu'il guide, inspire, éduque et révèle les directions à suivre. Le client satisfait devient un allié naturel, un amplificateur de réputation,
une force invisible qui propulse l'entreprise vers le succès. Pour Baldwin, il n'y avait rien de plus moderne, de plus intelligent, ni de plus durable. Chapitre 7. La discipline financière. Dans l'univers industriel américain décrit par Baldwin, la discipline financière n'est pas un simple volet administratif, mais le cœur battant de toute la machine économique. Rien n'évolue, rien ne prospère, rien ne survit sans une maîtrise totale des flux financiers, et cette vérité, les industriels l'avaient comprise très tôt. Au moment où l'Amérique bâtissait son empire industriel, chaque décision, qu'elle soit liée à l'approvisionnement, au salaire, aux machines ou aux investissements, était examinée sous l'angle de sa rentabilité et de son impact sur la croissance à long terme. C'est dans cette rigueur presque militaire que s'est forgée l'une des plus grandes forces des entreprises américaines. Leur capacité à utiliser chaque dollar comme un soldat engagé dans une mission stratégique. Rien n'était abandonné au hasard, car le gâchis était perçu comme un crime contre l'organisation elle-même. Pour Baldwin, la discipline financière n'était pas simplement une question de chiffres, mais un état d'esprit, un mode de pensée qui exigeait de la lucidité, de la prudence et une vision à long terme. Les chefs d'industrie les plus performants savaient que l'argent n'était pas un objectif, mais un carburant, une ressource limitée qui devait être utilisée avec une intelligence chirurgicale. La gestion stricte des coûts constituait donc l'un des piliers de leur méthode. Ils observaient chaque dépense avec l'œil d'un auditeur, s'assurant que chaque euro investi créait une valeur mesurable, immédiate ou future. Ils savaient parfaitement que les entreprises qui dépensent inconsidérément s'affaiblissent de l'intérieur, car les gaspillages minimes d'aujourd'hui deviennent les gouffres de demain. Ainsi, l'idée même de tolérer le moindre excès, le moindre achat superflu, leur semblait incompatible avec la notion de progrès. Ils cherchaient constamment à réduire les pertes, à éliminer les sources de dépenses inutiles, à optimiser les processus et à s'assurer que les marges restaient solides. Cette obsession du contrôle financier n'était pas motivée par la peur, mais par une logique simple. Pour se développer, il faut d'abord survivre, et pour survivre, il faut maîtriser ses ressources. Dans ce monde où la compétition était féroce, les industriels comprenaient qu'une entreprise n'est jamais détruite par un ennemi extérieur sans avoir déjà été fragilisée par ses faiblesses internes. Les mauvaises décisions financières, les coûts mal évalués, les investissements imprudents faisaient partie de ces erreurs qui rongeaient les entreprises de l'intérieur, souvent sans bruit, jusqu'à ce que le mal soit irréversible. Baldwin insistait sur ce point. La discipline financière protège l'entreprise contre l'érosion progressive qui frappe ceux qui ne surveillent pas leurs dépenses. Ce n'était pas seulement une affaire de calcul comptable, mais un exercice de clairvoyance. Chaque décision devait être réévaluée à la lumière des conditions changeantes du marché, car dans un environnement aussi compétitif que celui de l'Amérique industrielle, une mauvaise analyse ou un excès de confiance pouvait coûter cher. Ainsi, le refus du gaspillage est devenu une véritable culture nationale, presque un réflexe collectif. Dans les usines, rien n'était perdu, tout était pensé pour être récupéré, réutilisé, recyclé. Les matériaux étaient valorisés, les stocks réduits au strict nécessaire, la maintenance régulière évitait les réparations coûteuses, et même le temps des employés était considéré comme une ressource précieuse à ne jamais négliger. Les industriels jugeaient l'efficacité d'un système non pas à la quantité de ressources qu'ils consommaient, mais à la valeur qu'ils parvenaient à générer en utilisant le minimum possible. Cette mentalité a façonné des générations entières de dirigeants capables de faire beaucoup avec peu, et c'est précisément cette capacité qui a permis aux États-Unis de surpasser des nations qui possédaient pourtant plus d'expérience ou davantage de ressources initiales. Pour ces industriels, investir n'était jamais un acte impulsif, mais une construction méthodique. Ils étudiaient les tendances, anticipaient les besoins du marché, analysaient les opportunités avec froideur et choisissaient toujours la voie la plus rationnelle. Leur rapport à l'argent était un mélange de prudence et d'audace. Prudence dans la gestion quotidienne, audace dans la vision à long terme. Ils savaient que les investissements doivent d'abord se concentrer sur ce qui renforce la performance d'ensemble, la modernisation des machines, la formation des travailleurs, l'amélioration de la qualité, la conquête de nouveaux marchés. Les dépenses inutiles, quant à elles, étaient traquées avec une détermination presque maniaque.
Baldwin soulignait que cette rigueur dans la sélection des investissements était l'un des secrets de leur ascension fulgurante. Car une entreprise disciplinée financièrement devient rapidement capable d'investir dans son propre avenir, alors qu'une entreprise laxiste est condamnée à se battre pour sa survie au lieu de se battre pour sa croissance. La discipline financière s'accompagnait aussi d'une grande transparence interne. Les dirigeants exigeaient des rapports précis, réguliers, et ne toléraient ni approximation ni zone d'ombre. Chaque département connaissait ses responsabilités, ses limites et ses objectifs. La reddition de comptes était un principe fondamental, car elle empêchait la complaisance et encourageait une vigilance constante. Baldwin avait observé que les entreprises qui réussissaient le mieux étaient celles où chaque employé, du contremaître au directeur, comprenait l'impact financier de son travail. Les ouvriers savaient qu'un outil mal entretenu pouvait entraîner des coûts supplémentaires, qu'une erreur de manipulation pouvait ralentir la production et provoquer des pertes, qu'un retard dans les délais pouvait affecter la confiance d'un client et par conséquent les revenus futurs. Cette vision partagée de la responsabilité financière créait une culture de discipline collective où chacun se sentait impliqué dans la solidité de l'entreprise. Dans ce modèle américain, le capital humain n'était pas opposé au capital financier. Au contraire, les deux étaient considérés comme complémentaires, indissociables. Baldwin montrait que les industriels intelligents savaient investir dans leurs travailleurs parce qu'ils avaient compris que la compétence et la motivation génèrent plus de valeur que n'importe quelle machine. La formation, la sécurité, la motivation n'étaient jamais vues comme des dépenses, mais comme des investissements essentiels qui renforçaient la rentabilité globale. Un ouvrier mieux formé commettait moins d'erreurs, produisait davantage, améliorait la qualité, réduisait les coûts liés au gaspillage ou aux corrections. Ainsi, la discipline financière n'était pas seulement une question de réduction des dépenses, mais une question d'équilibre. Couper dans ce qui affaiblit l'entreprise, renforcer ce qui la rend plus compétitive. Baldwin insistait aussi sur la capacité d'un dirigeant à résister aux tentations. Dans les périodes de prospérité, il est facile de relâcher la pression, d'autoriser des dépenses superflues, de croire que la croissance abonde et qu'elle durera toujours. Mais les grands industriels américains ne tombaient pas dans ce piège. Ils savaient que la prospérité n'est jamais un état permanent. Elle est fragile, instable, dépendante de 1000 facteurs qui peuvent changer du jour au lendemain. C'est pourquoi ils restaient rigoureux, même dans les bons moments. Ils conservaient des réserves, construisaient des marges de sécurité, limitaient les dettes inutiles et refusaient les projets trop risqués ou trop coûteux. Cette prudence leur permettait de traverser des crises violentes sans s'effondrer. Là où d'autres entreprises s'écroulaient au premier choc économique, eux continuaient à avancer, parce qu'ils avaient bâti des fondations solides. Finalement, la discipline financière était aussi une philosophie de respect. Respect de l'argent, respect du travail, respect de l'effort fourni pour gagner chaque dollar. Les industriels savaient ce que coûtait le progrès, et il refusait de trahir ce coup par la négligence ou l'imprudence. Baldwin voyait en cette mentalité une des raisons principales du succès industriel américain. Ce n'était pas seulement une affaire de machines perfectionnées, de main-d'œuvre courageuse ou de marché en expansion. C'était une question de mentalité. Une mentalité où chaque dollar avait une mission, où chaque dépense devait être justifiée, où chaque décision financière reflétait une vision. La leçon essentielle de ce chapitre est claire. Chaque dollar doit circuler avec intelligence. C'est cette intelligence, devenue une seconde nature dans les entreprises américaines, qui leur a permis de transformer un pays jeune en une puissance industrielle colossale. Et pour Baldwin, c'est précisément cette maîtrise de la discipline financière qui demeure, encore aujourd'hui, l'un des fondements les plus puissants de toute entreprise qui aspire à durer, à prospérer et à marquer l'histoire économique. Chapitre 8. L'héritage moral et universel. Lorsque Baldwin étudie les méthodes commerciales des industriels américains, il ne se contente pas de décrire des procédés mécaniques, des outils organisationnels ou des stratégies économiques. Ce qu'il expose va bien au-delà de l'industrie elle-même. Il dégage une véritable philosophie de vie, un héritage moral que l'on pourrait transmettre à n'importe quel peuple, à n'importe quelle époque, parce qu'il repose sur des principes universels. Pour Baldwin, l'industrie n'est pas seulement un lieu de production, c'est une école
Un laboratoire où se forgent des vertus humaines essentielles qui, selon lui, dépassent largement les frontières des usines. Il observe que les hommes qui réussissent dans ce système ne sont pas simplement productifs. Ils cultivent une manière d'être, une discipline intérieure, une endurance mentale, un sens du devoir et une capacité à penser en termes de collectif plutôt qu'en termes d'intérêt individuel immédiat. Dans cette perspective, l'industrie apparaît comme un terrain d'éducation morale où se développent des qualités que l'on associe habituellement aux grands sages, aux bâtisseurs de civilisation ou aux leaders inspirants. Baldwin voit dans l'Amérique industrielle un miroir de certaines valeurs profondes, ces mêmes valeurs qui ont façonné les grandes évolutions de l'humanité. La patience, la précision, la constance, l'humilité face au travail. Il soutient que la machine n'est pas seulement une invention mécanique. C'est un rappel que le monde avance grâce aux gestes répétitifs, aux efforts invisibles, à la persévérance quotidienne. Et c'est en cela que son modèle devient universel. Peu importe l'époque ou le pays, les sociétés qui se développent réellement sont celles qui savent valoriser le travail méthodique plutôt que la quête du gain facile. Dans ce dernier chapitre, Baldwin propose une réflexion plus vaste sur ce que l'industrie américaine peut offrir au monde moderne, non pas en termes de technologie ou de modèle économique à reproduire, mais en termes de valeurs à comprendre. Les machines, dit-il, sont vouées à être remplacées. Les méthodes, elles aussi, évoluent. Les organisations changent, les outils deviennent obsolètes, les stratégies doivent constamment s'adapter à l'époque. Mais les principes qui supportent ces outils ne meurent jamais. Ce ne sont pas les chaînes de montage ou les chronométrages qui constituent le véritable trésor de l'Amérique industrielle, c'est la discipline, la cohésion, l'esprit de recherche, la rigueur financière et la valorisation de l'homme. C'est cette combinaison de forces morales qui permettent à un système de se renouveler, de s'ajuster, de survivre aux crises et de continuer à progresser. L'humanité a toujours avancé grâce à ce genre d'équilibre, entre la fermeté et la bienveillance, entre la prudence et l'audace, entre la créativité et la discipline. Baldwin rappelle que les nations qui se perdent sont souvent celles qui négligent ces fondations, croyant que la richesse matérielle suffit. Mais la richesse matérielle n'est qu'une conséquence. La cause première est toujours morale. Ce que le monde moderne peut encore apprendre du modèle américain, selon Baldwin, ne tient donc pas dans une série de techniques à copier, mais dans un état d'esprit. L'Amérique industrielle a bâti sa croissance parce qu'elle a su construire une culture où les individus se sentent responsables, impliqués et soutenus. C'est un modèle où l'on ne travaille pas seulement pour soi, mais pour une vision plus large. Les meilleurs industriels américains avaient cette capacité à inspirer plutôt qu'à contraindre, à encourager leurs équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes plutôt qu'à les épuiser sous la pression. Ils ont compris que l'homme produit mieux lorsqu'il se sent valorisé, lorsqu'il comprend ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Cette idée fondamentale, vieille de plus d'un siècle, demeure encore aujourd'hui une vérité incontournable. Dans un monde où tout s'accélère, où les technologies bouleversent les modes de production, où les entreprises se réinventent sans cesse, les nations et les organisations qui survivent sont celles qui n'oublient pas l'essentiel. Sans une fondation morale solide, aucune innovation ne peut prospérer durablement. Baldwin insiste également sur la dimension collective de l'effort industriel. Il observe que l'une des forces de l'Amérique réside dans sa capacité à unir des individus très différents autour d'une cause commune. Les États-Unis étaient un pays jeune, rempli de populations issues d'origines diverses, souvent pauvres, souvent inexpérimentées. Pourtant, ce pays a réussi à transformer cette diversité en une force productive exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il a su créer un environnement où la méthode prime sur la confusion, où l'organisation prime sur l'instinct, où l'esprit d'équipe prime sur l'individualisme désorganisé. Aujourd'hui encore, cette leçon demeure actuelle. La coopération n'est pas un mode de travail parmi d'autres. C'est le carburant de toute entreprise qui veut grandir. Dans les sociétés contemporaines, où l'on glorifie l'autonomie et la réussite personnelle, il est facile d'oublier que ce sont les structures collectives, solides et harmonieuses, qui permettent les grandes réalisations. L'industrie américaine nous rappelle que chaque progrès significatif est le résultat d'une multitude de petites collaborations invisibles, d'un effort partagé, d'une compréhension commune de l'objectif à atteindre. En outre, Baldwin accorde une importance particulière à la notion de responsabilité.
Dans le modèle qu'il décrit, chaque ouvrier, chaque contremaître, chaque dirigeant comprend qu'il joue un rôle essentiel dans la réussite du système. Cette conscience individuelle nourrit la force collective. Ce sens du devoir, que Baldwin appelle parfois une vertu civique industrielle, constitue une clé pour comprendre pourquoi certaines sociétés prospèrent tandis que d'autres stagnent. Une entreprise ou une nation où chacun se déresponsabilise finit toujours par s'effondrer, car aucune structure ne peut supporter indéfiniment le poids de l'inconséquence. En revanche, un environnement où chacun prend sa place, où chacun se sent concerné, où chacun connaît l'impact de ses actions sur l'ensemble, devient un terrain fertile pour toutes les formes de progrès. Cette philosophie du travail responsable peut sembler simple, mais elle est rarissime. Elle exige une clarté d'esprit, une humilité et surtout une éducation morale que peu de systèmes prennent le temps de transmettre. Baldwin montre que l'industrie américaine, dans sa meilleure version, a réussi à inculquer cette éthique à travers ses méthodes rigoureuses et sa culture d'entreprise. Dans un passage particulièrement fort de son analyse, Baldwin explique que l'industrie, telle qu'il la conçoit, est un miroir de la vie elle-même. La réussite ne vient pas d'un coup de chance, ni d'un moment d'inspiration fulgurant, mais d'une accumulation de gestes simples accomplis avec sérieux. Le progrès est un non-travail, parfois ingrat, souvent invisible, rarement spectaculaire. Mais c'est précisément dans cette répétition patiente que l'homme se transforme, qu'il gagne en maîtrise, qu'il développe son intelligence pratique et son caractère. La société moderne, obsédée par l'immédiateté, oublie souvent que le véritable pouvoir se trouve dans la continuité. Baldwin rappelle que l'industrie américaine n'a pas conquis le monde en quelques années, mais grâce à des décennies de discipline, d'organisation, de sacrifice et de persévérance. Ce message est plus pertinent que jamais dans un monde où l'on valorise des réussites rapides, souvent artificielles, qui ne reposent sur aucune base solide. Le dernier enseignement, et sans doute le plus profond, est que le travail méthodique est une forme de sagesse. Baldwin ne le dit pas comme un slogan, mais comme une vérité humaine. Travailler méthodiquement, c'est accepter que la réussite est un cheminement et non une destination. C'est reconnaître que l'effort régulier vaut mieux que l'effort brutal, que la constance surpasse le génie isolé, que la patience construit des monuments quand l'impulsivité ne produit que des ruines. C'est cette sagesse que les industriels américains ont, selon Baldwin, incarnée mieux que beaucoup d'autres nations de leur époque. Ils ont montré que la méthode libère, qu'elle clarifie, qu'elle porte l'homme au-delà de ses limites naturelles. La méthode transforme le chaos en ordre, la confusion en vision, le potentiel en résultat concret. Ce n'est pas seulement une manière de travailler, c'est une manière de penser et finalement une manière de vivre. Ainsi, l'héritage moral et universel que Baldwin attribue à l'industrie américaine dépasse de loin les machines, les technologies et les modèles commerciaux. Cet héritage réside dans la façon dont ces industriels regardaient le monde et se regardaient eux-mêmes. Avec discipline, responsabilité, coopération, humilité et lucidité. Ce sont des valeurs que chaque société, chaque entreprise, chaque individu peut encore adopter, aujourd'hui, pour bâtir quelque chose de durable et de grand. Baldwin conclut que les civilisations qui prospèrent sont toujours celles qui comprennent que la richesse la plus précieuse n'est pas matérielle, mais morale. Et dans cette perspective, le modèle américain, loin d'être un simple exemple historique, devient une source intarissable d'inspiration pour quiconque souhaite progresser avec méthode, construire avec intelligence et laisser derrière lui une trace véritable. Lorsque l'on parcourt l'œuvre de Baldwin et l'ensemble des principes qu'il a tirés de l'industrie américaine, une vérité profonde s'impose. La méthode industrielle n'est pas simplement un système de travail, c'est une manière d'organiser l'existence. À travers les usines, les ateliers, les bureaux de planification, les organisations disciplinées et les chaînes de production coordonnées, Baldwin ne voit pas des lieux purement techniques. Il y lit un reflet fidèle de ce que peut devenir une vie humaine lorsqu'elle est guidée par la clarté, la rigueur et la vision. Ce que l'Amérique a bâti avec ses machines, ses plans, ses équipes soudées et ses innovations continues n'est autre qu'une métaphore du progrès intérieur auquel chaque individu peut aspirer. De la machine à l'esprit, il existe un passage direct, une leçon essentielle.
Le chaos disparaît lorsqu'il est affronté avec méthode. La réussite devient possible lorsqu'elle est structurée avec intelligence. Le potentiel se transforme en force réelle dès lors qu'il est dirigé avec intention. Baldwin nous montre que la méthode qui permit aux industriels d'éliminer le hasard, de transformer le désordre en harmonie productive et de faire collaborer des milliers d'hommes autour d'un même objectif peut tout aussi bien servir à donner un sens clair à une vie individuelle. Organiser, planifier, vérifier, ajuster, améliorer. Ce sont les étapes de toute grande entreprise, mais ce sont aussi les étapes de toute grande transformation personnelle. Beaucoup de gens s'étonnent de ne pas progresser, alors qu'ils avancent sans direction, sans cohérence, sans structure, comme une usine où chaque employé ferait ce qu'il veut selon son humeur. Baldwin nous rappelle qu'une vie non organisée devient rapidement une vie perdue dans ses propres détours. À l'inverse, une vie structurée devient un terrain fertile pour les ambitions profondes. C'est là que le parallèle entre industrie et existence prend tout son sens. L'homme doit apprendre à se gérer comme un système, à se discipliner comme une machine précise, mais aussi à s'inspirer, à créer et à innover comme un esprit libre. Baldwin n'a jamais été un adorateur de la machine pour la machine. Il ne glorifie pas le métal, les rouages ou les statistiques. Ce qu'il admire, c'est l'intelligence humaine qui s'exprime à travers ses outils. Les machines ne sont que des symboles de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il unit ses forces, lorsqu'il organise son énergie et lorsqu'il se fixe des règles. L'organisation industrielle n'est pas une prison rationnelle, c'est une libération. Elle libère l'intelligence en lui évitant de s'éparpiller. Elle libère l'énergie en lui donnant une direction stable. Elle libère la créativité en lui fournissant un socle solide sur lequel s'exprimer. C'est pourquoi Baldwin insiste sur l'idée que l'homme moderne doit comprendre ce transfert. Il doit apprendre non seulement à travailler avec méthode, mais à vivre avec méthode. Il doit comprendre que la discipline n'est pas l'ennemi de la liberté, mais son allié, sa fondation, la condition qui permet à ses rêves de prendre forme dans la réalité. La conclusion de Baldwin pourrait être résumée en une phrase. Organise ta vie comme une entreprise. Pas comme une entreprise froide et sans âme, mais comme une entreprise claire, disciplinée et créative. Une entreprise où chaque action a un sens, où chaque journée est une pièce ajoutée à un édifice plus vaste, où chaque effort, même minuscule, contribue silencieusement à un objectif plus élevé. Ce n'est pas un appel à vivre sous contrainte, mais un appel à vivre avec intention. Trop d'hommes confondent liberté avec désordre, spontanéité avec dispersion, ambition avec impulsivité. Baldwin nous rappelle que le monde réel ne récompense pas les intentions vagues, mais les actions persistantes. Il montre que ce qui fait la force d'une grande usine, ce n'est pas un geste spectaculaire, mais la répétition de milliers de gestes justes. De la même manière, ce qui fait la grandeur d'une vie humaine, ce n'est pas un moment exceptionnel, mais une multitude de décisions cohérentes et alignées. Et c'est ici que Baldwin introduit une dimension plus intime, presque spirituelle. L'importance de la gratitude, de la vision et de la discipline. La gratitude comme racine morale, qui empêche l'homme de perdre son humilité ou de croire que tout lui est dû. La vision comme lumière intérieure, qui lui montre un futur possible et lui donne une direction. La discipline comme charpente, comme squelette invisible, qui transforme cette vision en progrès concret. Sans gratitude, l'homme devient arrogant et aveugle. Sans vision, il devient stagnant et perdu. Sans discipline, il devient incohérent et inachevé. Baldwin explique que les grandes entreprises américaines ont su prospérer parce qu'elles avaient ces trois piliers. Elles remerciaient leurs employés, leurs clients, leur pays. Elles avaient une vision claire de ce qu'elles voulaient bâtir. Et elles possédaient une discipline inébranlable dans la gestion, la production et l'évolution. L'humanité, dit-il, peut appliquer ces mêmes fondations pour bâtir une civilisation plus stable et plus lumineuse. Ainsi, cette conclusion n'est pas seulement un résumé, mais une invitation. Une invitation à regarder l'industrie non plus comme une simple activité économique, mais comme une source de sagesse. Une invitation à comprendre que la méthode est une forme d'intelligence, qu'elle permet d'élever non seulement les entreprises, mais les individus. Une invitation, enfin, à devenir le propre architecte de sa vie, en adoptant les principes qui ont fait la force de tout un pays. Le monde moderne évolue, les machines changent, les outils se perfectionnent, mais la vérité qui traverse les siècles demeure.
La discipline crée le progrès, la vision crée le chemin, la gratitude crée l'âme. Celui qui unit ces trois éléments possède une force qu'aucune crise ne peut briser. Et c'est ce que Baldwin nous laisse en héritage, une méthode pour agir, une méthode pour réussir, mais surtout une méthode pour devenir un être humain plus clair, plus solide et plus conscient. Organise ta vie, structure ton esprit, éclaire ton chemin, et avance, un pas après l'autre, avec la certitude que l'ordre que tu mets dans ton existence deviendra un levier pour ton propre accomplissement.